Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une prise d'otage dans une école maternelle qui se termine bien. Un jeune homme de 17 ans a retenu une vingtaine d'enfants et leur institutrice pendant plusieurs heures. Il a été neutralisé par le GIPN. Il s'agirait d'un coup de folie. Audrey Richier sera en direct à Besançon. Pourquoi cet acharnement et pourquoi la récidive? Le procès du meurtrier présumé d'Anne-Lorraine Schmitt dans le RER a commencé. L'accusé n'a pas pu expliquer son geste. On retrouvera Dominique Verdaillan qui a suivi l'audience. Tout ça pour ça, le tribunal de Nantes a annulé le PV infligé en avril pour port du voile intégral au volant. L'affaire avait déclenché une polémique. C'est le code de la route qui a été appliqué. La fin d'un tabou en économie face à l'expansion chinoise. De plus en plus de voix s'élèvent en France pour renouer avec le protectionnisme. Économistes, hommes politiques, ils jugent que la concurrence chinoise est déloyale. Après l'Europe, les États-Unis sont pris dans de terribles tempêtes de neige. Le toit d'un stade s'est effondré dans le Minnesota. L'état d'alerte est décrété dans plusieurs États. Enfin, la vente des tapis puzzle est finalement suspendue pour 3 mois pour procéder à de nouveaux tests sur leur possible nocivité. Question ce soir, faut-il se méfier aussi de nos canapés? L'UFC Que Choisir dénonce des tests accablants sur leur inflammabilité. C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc ce dénouement heureux à Besançon après la prise d'otage. La tension a tout de même duré plusieurs heures. Mais tous les enfants de la classe de maternelle sont sains et saufs. Leur institutrice également. Fanny Stenler, Jean-Pierre Pasteur. L'institutrice sort en tenant la main des 5 derniers enfants retenus en otage. Après 4 heures d'angoisse, c'est la libération pour tout un quartier et de nombreux parents. C'était un gros coup de stress. Oh oui. Ah oui, on se demande ce qui nous arrive dans ces cas-là. Pourquoi nous? Pourquoi? Enfin, c'est dur. Qu'est-ce qu'on sent quand on voit son enfant qui sort? Un bonheur infini. Un bonheur, une grosse satisfaction que ça se termine dans de bonnes conditions, sans blessés. Il est 8h30 lorsque le preneur d'otage, un adolescent de 17 ans, rentre incognito dans l'école. Il est armé de 2 sabres. Il se dirige vers la classe de moyenne et de grande section. Il est rentré dans ma classe, il y a 4 classes dans l'école, il est rentré dans la mienne avec à sa main 2 armes, genre épée 50 cm. Et donc ensuite il a dit que c'était une prise d'otage, qu'il voulait fermer les fenêtres. De 17 ans, armé Pendant de 2 plus sabres de de 4 30 heures, cm. l'institutrice va jouer avec les enfants et faire en sorte qu'ils ne se rendent compte de rien. À côté d'elle, le preneur d'otage reste calme. Il n'est pas senti agressif, il était prostré, je vous dis, un petit peu dans un coin avec le téléphone. Il ne s'est jamais adressé aux enfants, il répondait simplement à mes questions. Quand je lui demandais si les enfants pouvaient, certains me demandaient de boire, est-ce qu'ils peuvent aller boire au lavabo? Bon oui, pas de problème. Pendant ce temps, les forces de police se positionnent autour de l'école. Ils vont progressivement convaincre le preneur d'otage de relâcher une quinzaine d'enfants. Et à l'heure du déjeuner, il profite d'une livraison de paniers repas pour intervenir. L'adolescent de 17 ans est neutralisé avec un pistolet électrique. C'était la priorité des autorités, éviter toute violence. Bonsoir Audrey Richier, vous êtes sur place, vous avez suivi ces événements. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur le profil du preneur d'otage? Alors David, ce jeune homme âgé de 17 ans est décrit comme quelqu'un sans histoire ici à Besançon. Il n'a pas de casier judiciaire, il est inscrit en CAP dans un lycée de la région et vit ici avec sa mère dans le quartier de la Planoise. Par contre, certaines sources policières parlent de quelqu'un de dépressif, suivi médicalement, qui n'aurait d'ailleurs pas pris ses médicaments ces derniers jours. Et ce soir, c'est bien la thèse du coup de folie que semblent privilégier les enquêteurs. Alors Audrey, un suivi psychologique a été mis en place là-bas. Est-ce qu'on a une idée de l'impact d'un tel événement sur des enfants aussi jeunes de 4 ou 5 ans donc? Alors bien sûr, ces enfants sont très traumatisés, mais dès leur libération, ils ont été pris en charge par des psychologues. Le plus important pour eux, c'est qu'ils parlent, c'est qu'ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu ce matin pendant cette prise d'otage. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été maintenus en groupe, ensemble cet après-midi, avant de retrouver leurs parents. Alors toute la semaine, la cellule psychologique va continuer son travail pour essayer de dissiper ce traumatisme. Mais dès ce matin, des parents me confiaient qu'ils ne remettraient pas tout de suite leurs enfants à l'école. Audrey Richier à Besançon. Merci Audrey pour ces précisions.
Autre titre ce soir, l'ouverture du procès de Thierry Devé-Augout. Cet homme de 47 ans, récidiviste, est le meurtrier présumé par 34 coups de couteau de l'étudiante Anne-Lorraine Schmitt dans le RER lors d'une tentative de viol. C'est à lui que la cour d'assises s'est adressée pour cette première journée d'audience. Sur place, Dominique Verdaillan, Antoine Husser. Ils ne le quitteront pas des yeux. Le regard des parents d'Anne-Lorraine Schmitt est fixé en direction du box, vers celui par qui leur drame est arrivé. Toute la journée, ils vont revivre les 5 minutes d'horreur vécues par leur fille. Tous ceux qui sont intervenus sur les lieux du crime évoquent une scène d'horreur. Des traces de sang retrouvées dans tout le wagon. Projetées sur les écrans dans la salle d'audience, des photos des mains d'Anne-Lorraine. Elle porte de nombreuses blessures. Preuve pour la police que l'agression a été d'une grande violence. Les mains de la victime, je pensais pas que les parents de la victime regarderaient, parce que c'est ce qui était particulièrement marquant sur les photographies qu'ils ont pu présenter là. Et encore, ils ne sont pas présentés les plus douloureuses. Pour expliquer les 34 coups de couteau, Thierry Devé-Augout répond simplement « J'ai voulu qu'elle se taise ». Ces cris me donnaient mal à la tête. Devé-Augout se rappelle de ce qui s'est passé. Il s'en rappelle en tout cas suffisamment pour l'avoir dit à plusieurs reprises en garde à vue devant le juge d'instruction lors de la reconstitution et là depuis le début de l'audience. Vous avez l'impression qu'il assume ses actes ou pas? J'ai pas de réponse. Du côté de la défense, on ne s'explique pas cette violence meurtrière. Il a commis une violence horrible, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de très très fragile lui-même. Voilà la personnalité de Thierry. Il est conscient de cette violence ou pas? Il est conscient de cette violence. Demain, la cour d'assises devrait entendre la première victime. Violée sous la menace d'une arme en 1995, l'accusé avait été condamné à 3 ans de prison ferme. Bonsoir Dominique Verdaillan, on vous retrouve en direct. La famille d'Anne-Lorraine Schmitt et notamment son père, qu'on entendait jeudi ici même, attendait cette journée. Comment s'est déroulé ce face-à-face ? Écoutez, nous sommes visiblement face à un père et à une famille qui ont vécu il y a 3 ans le summum de la cruauté, mais qui ont décidé d'aborder ce face-à-face, d'abord avec beaucoup de dignité, mais aussi avec beaucoup de détermination, quitte à revivre l'effroyable et surtout à regarder des photos, alors que des journalistes et des jurés ont détourné leur regard. Mais ce qui frappe surtout, c'est cette opposition qu'il y a entre la violence perpétrée par l'accusé et son apparence chétive, un physique passe-partout et surtout une énorme maladresse dans son langage. Un exemple, ce matin, il s'est adressé aux parties civiles en disant tout simplement « Mon seul défaut, c'est d'être timide ». Dominique Verdaillan à Pontoise. Merci Dominique. On en vient maintenant aux suites de cette petite phrase de Marine Le Pen qui avait comparé la prière sur les trottoirs des musulmans aux abords des mosquées et l'occupation allemande. Elle suscite l'indignation des intéressés. D'abord, je vous propose d'entendre Marine Le Pen qui est revenue sur ses propos aujourd'hui. S'agissait-il d'un dérapage ? Non, dit-elle, on l'écoute. S'agissant du terme occupation, je persiste et je signe. Mes propos ne constituent en aucune manière un dérapage, mais bien une analyse tout à fait réfléchie, d'autant plus assumée qu'elle ne procède que d'une banale constatation d'une réalité physique et juridique. Alors le constat de ces prières sur la voie publique est effectivement en soi une banalité, personne ne le conteste. C'est l'analyse qu'en fait le Front National qui est considérée comme une injure. Beaucoup voient en effet dans ces prières sur le trottoir la simple conséquence du manque de mosquées. Loïc Delamornay, Florian Landal avec notre bureau à Marseille. Dans ce quartier marseillais où vit une importante communauté musulmane, les mots de Marine Le Pen ont profondément choqué. Ils nous rabaissent du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'arriveront pas à nous rabaisser. On est là, on ne bougera pas, on est en France, on n'est pas en occupation. Je suis né ici, moi-même je suis né ici, donc on n'est pas en occupation en France. Vous Corée, je suis content, moi quand je fais là, je ne trouve pas une place dans le petit mosquée, lieu de prière. Je suis content de faire la prière dehors, non je ne suis pas content, mais j'ai pas le choix. Ces images de fidèles priant dans les rues ne sont pas une généralité, mais le manque de place est réel. Aujourd'hui, la France compte 5 à 6 millions de musulmans. Les 2 tiers se disent pratiquants. Selon une étude de l'Institut Ipsos, les pratiquants musulmans sont aujourd'hui plus nombreux que les catholiques. Le problème est qu'il n'existe que 1500 à 2000 lieux de culte, un nombre mathématiquement bien insuffisant. Autre écueil, la grande prière du vendredi doit regrouper tous les fidèles autour d'un horaire unique, alors que les églises catholiques peuvent, par exemple, assurer plusieurs messes le dimanche. Ce tabou sur le manque de mosquées en France est aujourd'hui levé. Sur ce point, droite et gauche se rejoignent publiquement.
Il y a donc un problème de lieu, eh bien il faut y répondre en respectant la loi de 1905 et en interdisant à terme la prière dans la rue, parce que l'espace public appartient à tout le monde. Oui, il y a un manque de mosquées, incontestablement. D'autre part, il n'y a pas de bon système de financement de ces lieux de culte. Et puis d'autre part aussi, on a eu pendant des années en fait une crainte. Derrière une mosquée, il n'y a pas forcément l'ayatollah Khomeini ou le djihad. Pour les autorités religieuses, il faut construire plus de lieux de culte de petite taille. Je pense que l'option lieu de culte moyen d'utilisation locale serait une bonne solution que de se lancer dans des constructions qui sont toujours insuffisantes de lieux de culte immenses et qui auront tout de même des débordements sur la voie publique. Aujourd'hui, l'édification de nouvelles mosquées est du ressort des municipalités qui délivrent les permis de construire. C'est à chaque fois une décision éminemment politique et qui varie grandement au gré des sensibilités locales. Deux décisions de justice à propos du voile, contradictoires en apparence, mais sans doute en apparence seulement. D'abord, sachez que les prud'hommes de Mantes-la-Jolie ont validé le licenciement pour faute grave d'une ex-salariée parce qu'elle portait précisément le voile. Dans ses motivations, le Conseil souligne que le règlement intérieur de cette crèche interdit le port de signes religieux au nom du principe de neutralité. Et puis, dans le même temps, le tribunal de Nantes a annulé le PV infligé pour port du voile intégral au volant. C'était en avril dernier. L'affaire, vous vous en souvenez sans doute, avait déclenché une polémique. En fait, c'est tout simplement le code de la route qui a été appliqué. Tanguy Kermarek, Michel Hiver. Ce procès verbal de 22 € dressé en avril dernier a donc été annulé ce matin. Sandrine Muller avait le droit de conduire en portant le voile intégral. Le tribunal de police de Nantes s'est rangé aux arguments avancés par la jeune femme dès le début de l'affaire. Lorsque je me suis fait arrêter, j'étais vêtue comme je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire que mes yeux étaient découverts. Je vois comme vous. Je n'ai commis aucune infraction. Et voilà, quoi, je n'ai pas à avoir une contravention pour ma tenue vestimentaire. Le code de la route stipule que tout conducteur doit se tenir en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et que son champ de vision ne doit pas être réduit. L'avocat de Sandrine Muller, venu sans sa cliente prendre connaissance du jugement, ne cachait pas sa satisfaction à l'issue de l'audience. 22 €, oui, 22 €, mais un principe fondamental n'a pas de prix. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ce qu'a retenu le tribunal de Séan. Ça veut dire qu'on peut conduire avec un niqab aujourd'hui en France? Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui conduire avec un niqab. Le ministère public a 5 jours pour se pourvoir en cassation. L'avocat de Sandrine Muller n'exclut pas de son côté une nouvelle action en justice pour préjudice moral. En bref, encore en France, des soupçons sur le flashball. L'homme de 43 ans blessé hier à Marseille n'a pas survécu. Les policiers, rappelons-le, étaient intervenus suite à une agression dans un foyer de travailleurs. L'un d'eux, en état semble-t-il de légitime défense, avait alors tiré l'une de ses balles en caoutchouc. Une autopsie doit être pratiquée. Et puis la mise au point de François Fillon après l'affaire des policiers condamnés et la controverse au sein même du gouvernement. Le Premier ministre appelle chacun à la raison, mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il estime que les faits imputés aux policiers sont, je cite, injustifiables. L'honneur de la police exige un comportement exemplaire, dit-il. Matignon dément ce soir qu'il s'agisse d'un rappel à l'ordre de Brice Hortefeux, qui, je vous le rappelle, critiquait ce week-end cette décision de justice. L'actualité à l'étranger, on en sait davantage sur le kamikaze responsable de l'attentat raté de Stockholm. L'homme a 29 ans, il est d'origine irakienne, il est marié, père de 2 enfants et il réside en Grande-Bretagne. Bonsoir Jacques Cardoz, vous êtes en direct de Londres. Est-ce que ces premiers éléments de l'enquête accréditent l'hypothèse d'un homme qui aurait agi seul ? Eh bien oui, en effet, puisque Teimour Abdelwahad est qualifié par les médias britanniques ici de loup solitaire, même s'il a pu bénéficier de quelques appuis. Il semblerait que ce soit des complicités de deuxième ordre. En tous les cas, ce qui est clair, eh bien, c'est qu'il se serait radicalisé ici en Grande-Bretagne, à tel point eh bien, que le directeur de la mosquée qu'il a fréquentée à Luton ces dernières années l'avait convoqué pour parler de la violence en lui disant eh bien, que l'islam ne tolérait pas la violence. Il s'était ému de ces propos-là, il n'était pas d'accord avec cette vision des choses et le recteur de la mosquée eh bien, a décidé de le renvoyer et il n'a plus été vu dans cette mosquée de Luton. Et puis ces derniers jours, eh bien, Abdul Wahad avait fait savoir eh bien, qu'il avait en lui un terrible secret. C'est ce secret qui l'a conduit
à commettre cet attentat, probablement seul. Jacques Cardoz à Londres. Merci Jacques pour ces explications. En Italie, l'heure de vérité pour Silvio Berlusconi. C'est demain qu'il sera soumis à un vote de défiance ou de confiance à la Chambre des députés et au Sénat, vote qui pourrait lui être fatal. Le chef du gouvernement italien, on le sait, a été lâché par certains de ses alliés. Mais qu'en est-il des Italiens eux-mêmes? À Rome, Philippe Visserias, Gianclaudio Calderara. Le pas est un peu raide, le sourire figé. En entrant dans l'hémicycle du Sénat ce matin, Silvio Berlusconi sait que son avenir politique ne tient qu'à un fil. Ce serait une folie politique que de plonger aujourd'hui dans une crise sans aucune solution visible. Un homme fragilisé, abandonné par une partie de ses alliés. Rien à voir avec ce Silvio Berlusconi flamboyant, il y a à peine 1 an et demi, se présentant comme l'homme providentiel de l'Italie. Nous saurons sortir de cette crise. Depuis, il y a eu l'annonce de son divorce, ses fréquentations supposées avec des mineurs, une odeur de soufre qui a fait fuir les électeurs, notamment catholiques. Il a apporté de l'immoralité dans la politique et dans la société. En dépit de ses promesses, les ordures sont toujours présentes dans les rues de Naples. Silvio Berlusconi a perdu du crédit, notamment auprès des entrepreneurs. Effectivement, non seulement le grand patronat italien, mais même les petites entreprises italiennes qui avaient vu en Silvio Berlusconi un modèle et qui aujourd'hui s'interrogent sur sa compétence. Mais l'homme conserve des supporters qui veulent encore y croire. Il nous fait toujours rêver et c'est le seul à pouvoir sortir l'Italie de la boue. Silvio Berlusconi annonce d'ores et déjà que même s'il devait démissionner demain, eh bien il se représenterait en cas de nouvelle élection et il vendrait chèrement sa peau. L'actualité économique avec la fin d'un tabou. Face à l'expansion chinoise, de plus en plus de voix s'élèvent en France pour renouer avec le protectionnisme. Autrement dit, ériger des barrières douanières ou des normes techniques particulières en France ou à l'échelle de l'Europe. Économistes, hommes politiques, de droite comme de gauche, ils jugent que la concurrence chinoise est déloyale. Enquête Valérie Lerouge, Philippe Jasselin. La puissance chinoise, elle se voit ici, dans le port du Havre. Plus de 40 000 conteneurs débarquent ici chaque mois de Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong. À l'intérieur, ce ne sont plus seulement des t-shirts ou des montres. Dans ces conteneurs en provenance de Chine, on trouve désormais de tout. Des chaussures, des planches à repasser, des sacs plastiques, des fruits surgelés ou des écrans plats. Au total, la France importe chaque année plus de 30 milliards d'euros de marchandises chinoises quand on exporte là-bas moins de 9 milliards d'Airbus et de centrales nucléaires. Car les Chinois n'ont pas un gros appétit pour le Made in France. Et surtout, leur gouvernement fait tout pour nous dissuader d'y exporter. Les plus grands s'y sont brûlés les ailes. L'aventure de Danone s'est terminée devant les tribunaux. Michelin s'est fait pirater ses modèles. Schneider accusé de contrefaçon sur ses propres brevets. La Chine n'a jamais vraiment ouvert ses frontières. Ils protègent leur marché public. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'accéder au marché public, une route, un hôpital ou quelque chose en Chine. C'est d'abord réservé aux Chinois. Ensuite, ils protègent l'entrée des capitaux chez eux. Très difficile d'aller acheter une entreprise chinoise comme ça, c'est pas possible. En général, il faut des joint ventures, il faut s'associer. Et enfin, les Chinois, ils copient tout ce que font les étrangers, ils ne respectent pas le droit de propriété. Ça aussi, c'est une forme de protectionnisme. Alors, pourquoi la France n'en ferait pas autant ? Les voix sont de plus en plus nombreuses à le réclamer. Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg à gauche, Nicolas Dupont-Aignan à droite et des économistes de tous bords préconisent un peu de protectionnisme. On peut faire en sorte que les normes qui sont utilisées en Europe soient plutôt favorables aux industriels européens. On peut également faire des contingents. Encore une fois, c'est ce qu'avait fait Mme Thatcher, qui est plutôt considérée comme libérale, sur l'automobile. Et la France a déjà eu recours à ce type de méthode. 1982, pour stopper le déferlement de magnétoscopes japonais, l'État oblige les fabricants à dédouaner le matériel à Poitiers, loin des ports, coûteux et compliqué pour les importateurs. La ficelle serait un peu grosse aujourd'hui, alors on a trouvé autre chose pour tenter de contrer l'invasion chinoise. L'Union européenne et donc la France protègent déjà plusieurs marchés de manière déguisée. Les écrans plats chinois par exemple sont déjà taxés de 40% de leur valeur, sous prétexte que les prix de vente chinois sont en dessous du coût de revient normal. Ce sont les taxes anti-dumping, encore faut-il qu'elles soient justifiées. Plusieurs contentieux existent déjà entre la Chine et l'Europe.
Malgré ces contentieux, impossible de se passer du géant chinois, bientôt la première puissance économique au monde. Chacun essaie donc aujourd'hui d'en faire un partenaire privilégié. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, le toit d'un stade qui s'effondre sous le poids de la neige, des autoroutes dans le blizzard. Les États-Unis, eux aussi, sont pris dans la tempête. Il a fondé Facebook, il est multimilliardaire et il promet à son tour de faire don de sa fortune. Mark Zuckerberg rejoint le club des riches philanthropes. Et puis après les tapis pour enfants, suspendus 3 mois à la vente, faut-il se méfier de nos canapés? L'UFC Que Choisir parle de tests accablants sur leur inflammabilité. C'est le dossier de cette édition. D'abord donc, le mauvais temps suite après l'Europe et en attendant le retour du froid et de la neige en France, mercredi ou jeudi, ce sont donc les États-Unis qui sont pris dans la bourrasque. Regardez ces images saisissantes du Minnesota, commentaire Claude Sampère. Sous le poids de la neige, le toit du grand stade de football de Minneapolis cède. À 2 reprises, le toit en toile va se rompre et plusieurs tonnes de neige tombent sur le terrain. En quelques heures, le stade avait été recouvert d'une couche de plus de 43 cm. Le Minnesota, à l'image de plusieurs États du Midwest américain, subit une forte tempête de neige. Il s'agit là des plus fortes chutes depuis 19 ans. Sur les routes, les automobilistes ont dû déployer des trésors d'adresse pour éviter l'accident. Mais parfois, cela n'a pas suffi. Selon les dernières prévisions, la tempête se dirige maintenant vers le nord, vers Chicago et vers la côte est des États-Unis. Et puis la neige fait parfois des victimes politiques. En Écosse, le ministre des Transports a présenté sa démission ce week-end. Il avait été très critiqué la semaine dernière après les blocages dus aux intempéries. Aux États-Unis, cette décision qui fait l'événement. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, milliardaire à 26 ans seulement, promet à son tour de donner une grande partie de sa fortune, comme s'y sont engagés avant lui d'autres hommes d'affaires très riches, mais souvent beaucoup plus âgés. À Washington, Maryse Burgot, Ariel Monange. Il a 26 ans, des allures d'éternel adolescent, il est milliardaire, mais il n'a pas de bureau personnel. Le fondateur de Facebook se laisse d'ailleurs volontiers filmer au milieu de ses collaborateurs. Mark Zuckerberg essaie en fait en ce moment de donner la meilleure image possible de lui-même. Ces interviews récentes ne concernent que son bébé Facebook, mais son dernier communiqué écrit relève lui aussi de l'opération de communication. Les gens attendent d'être bien avancés dans leur carrière pour donner, mais pourquoi attendre quand il y a tant à faire? Mark Zuckerberg promet donc de donner une majorité de son immense fortune à des associations caritatives. Il rejoint ainsi le club américain du dernier chic, celui de Bill Gates et Warren Buffett. Ces 2 milliardaires ont eux aussi promis de donner leurs dollars. Une philanthropie assez nouvelle chez ce génie du net. Il s'agit peut-être de faire oublier l'effet désastreux de ce film qui fait un tabac dans le monde entier. J'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs. Ça va, t'es sûr? Le fondateur de Facebook y est décrit comme un créateur capable de trahison et très avide. Pour redorer cette image ternie, Zuckerberg a aussi promis récemment un cadeau pour les écoles du New Jersey. Moi je donne 100 millions de dollars, qui dit mieux? Philanthrope à seulement 26 ans, Mark Zuckerberg aura tout le loisir de voir comment sera utilisé son argent. L'environnement, 3 jours après l'accord à l'arraché de Cancun, nous partons maintenant en Israël où tout est mis en œuvre pour exploiter les moindres ressources dans le fameux désert du Negev. Cette terre hostile à toute forme de vie est devenue l'un des plus grands champs de panneaux solaires. On y élève aussi des poissons. Reportage Philippe Rochaud, Mossi Harmon. C'est le royaume des bouquetins du désert, le Negev. La moitié du territoire israélien et plus de 100 000 bédouins. Pour exploiter cette région, les Israéliens ont créé une université qui abrite le plus grand laboratoire solaire au monde avec un procédé révolutionnaire, 10 fois moins coûteux et 10 fois plus efficace que le système des panneaux solaires. De simples petits miroirs projettent les rayons sur une plaquette qui les transforme ensuite en énergie. Ces petits capteurs génèrent 2 sortes d'énergie, de l'électricité et de la chaleur.
Ils sont efficaces et capables d'alimenter un groupe d'habitation dans un kibboutz. C'est encore le soleil du désert qui est utilisé pour le développement des microalgues, un élément dont les molécules peuvent servir à l'alimentation de l'homme, aux poissons et donc aider à lutter contre les carences alimentaires. Ça a été découvert par les Français dans le lac Tchad, où les gens locaux les utilisaient car elles sont très riches en protéines. Donc par manque de viande, par manque de nutriments dans ces pays-là, ils utilisaient ces algues-là qui poussaient dans le lac Tchad pour se nourrir. Cette eau que l'homme va chercher à plus de 500 mètres sous terre peut aussi être purifiée par les microalgues. On peut donc élever des poissons dans le désert. Dans un pays, Israël, où l'eau et la terre coûtent cher, c'est une solution très rentable. Le professeur Appelbaum en a fait sa passion. Pourquoi ne pas utiliser le désert? Le désert est libre, il n'est pas pollué et nous devons le conserver non pollué. L'eau du sol est propre et cela est valable pour tous les déserts du monde. Alors que les canyons du Negev ne laissent passer qu'un filet d'eau saumâtre, l'eau venue des profondeurs permet aux poissons, comme le barramundi, de se reproduire et de se développer. 2 fois par semaine, Amit, dans sa ferme d'élevage du désert, en recueille plusieurs tonnes, qui sont congelées sur le champ. Une bonne partie se retrouvera sur les marchés de Tel Aviv ou de Jérusalem. Le prix est un peu plus élevé que pour les poissons pêchés en mer. Parce que ici, la mer, on va la chercher en dessous. L'eau est bien sûr un peu salée, mais la qualité est bonne, elle ne transporte aucune maladie. Pour les Israéliens, cette région du désert du Negev reste la seule où il y ait encore de l'espace, d'où leur volonté d'exploiter un maximum les ressources de ce désert. Retour en France, le gouvernement a donc décidé de suspendre pour 3 mois la vente des tapis puzzle pour enfants, le temps de procéder à de nouveaux tests sur leur nocivité. En cause, vous le savez, une substance chimique, le formamide. De quoi s'agit-il précisément? Que doivent faire les familles qui possèdent déjà ces tapis? Les questions et les réponses, Gilles Marinet, Jean-François Monnier. Les tapis puzzle interdits de rayon, la vente est suspendue pour 3 mois. Décision cet après-midi du secrétariat d'État à la consommation. Ces jouets seraient toxiques. Ils contiennent du formamide, une substance chimique utilisée pour les rendre plus souples. Le formamide est-il dangereux? Les enfants à l'organisme en plein développement seraient menacés par les petits morceaux de tapis qu'ils peuvent avaler et qui contiennent du formamide. Certains scientifiques parlent de risque de cancer du foie. Aucune étude ne l'a encore prouvé. On ignore aussi le seuil de dangerosité. L'Union européenne a toutefois décidé d'interdire le formamide en 2013. Pourquoi des délais aussi longs? La mise en œuvre d'une décision européenne peut prendre plusieurs années. C'est le cas pour la directive de sécurité des jouets qui interdit le formamide. Juin 2009, vote et publication de la directive. Janvier 2011, date limite pour l'inscription dans la loi de chaque État. Juillet 2013, application de la loi, 4 années de procédure. Là, il rentrait en vigueur pour 2013, pour laisser le temps aux fabricants de s'adapter et aussi pour développer les normes nécessaires. Alors, que faire désormais des tapis puzzle? Plusieurs options, voici la plus radicale. On l'a démonté, on l'a acheté hier, voilà. Il est possible aussi de le ramener en magasin ou bien le mettre hors de portée des enfants et d'attendre 3 mois. Le temps pour les autorités d'enquêter sur la nocivité de ce produit et de se prononcer sur son retrait définitif. On dit souvent que la France est en retard sur les normes de sécurité. Eh bien, l'association UFC Que Choisir vient de publier une enquête cette fois sur les canapés et sur leur inflammabilité. Ces tests ne sont pas obligatoires dans notre pays, ils le sont chez beaucoup de nos voisins. Apparemment, leurs résultats sont accablants. Coup de chaud sur les canapés, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Sarah Bernuchan, Éric Delagneau. Il suffit d'un moment d'inattention, une cigarette mal éteinte ou une bougie qui tombe, et ces canapés et fauteuils tout à fait ordinaires peuvent s'avérer particulièrement dangereux. Démonstration dans une caserne de pompiers avec ce simple fauteuil de bureau. En 30 secondes à peine, le fauteuil se transforme en torche. En quelques minutes, on peut avoir des conséquences dramatiques, d'abord pour les gens, bien sûr, parce qu'on a tous les ans à déplorer des dizaines, peut-être des centaines de morts par rapport à ce genre de feu, mais également pour les sapeurs-pompiers, de grosses difficultés d'extinction par la puissance dégagée.
Des fumées très toxiques qui en quelques instants envahissent un appartement et provoqueraient jusqu'à 800 morts par an. En cause, la mousse à l'intérieur des fauteuils extrêmement inflammable, la même que l'on retrouve dans les canapés. Un feu de canapé ou d'appareil ménager défectueux pourrait être à l'origine du sinistre. Le feu aurait pris dans un canapé, dégageant aussitôt une épaisse fumée toxique. Face à ce constat, le magazine Que Choisir a voulu tester 13 canapés choisis au hasard. Cigarettes, puis allumettes et enfin bûchettes en feu y sont déposées. Et les résultats sont accablants. Tous résistent à la cigarette, mais 12 canapés sur 13 ne passent pas le test de l'allumette. Seule exception, ce canapé en cuir, matière plus résistante. Un constat qui inquiète l'association Que Choisir. Depuis 20 ans, elle tire la sonnette d'alarme. Les raisons, elles sont simples, ce sont des intérêts économiques, c'est que les fabricants font du lobbying auprès des pouvoirs publics. On s'aperçoit que tous les projets de décret qui ont été pris n'ont jamais abouti, n'ont jamais été signés. Il existe pourtant une solution, des tissus ignifugés, c'est-à-dire anti-feu, mais en France, seules les collectivités doivent en être équipées. Pourquoi à l'heure actuelle, tous les canapés ne sont pas ignifugés? Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas autant de choix sur les tissus pour répondre à notre clientèle et qu'il y a un coût supérieur de 20% entre un tissu classique et un tissu ignifugé. Une réglementation anti-feu comme il en existe en Angleterre pourrait voir le jour au niveau européen. En attendant, un simple détecteur de fumée au-dessus du canapé permet d'éviter de nombreux accidents. En bref, Éric Molinier a été nommé à la présidence de la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. L'ex-président de l'association française contre les myopathies remplace Jeannette Bougrab, récemment nommée au gouvernement. Un salut à nos confrères de Reporters sans frontières. Le nouvel album est en kiosque, sans photo, de David Burnett pour la liberté de la presse, 9,90 €. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, cette prise d'otage dans une école maternelle qui se termine bien. Un jeune homme de 17 ans a retenu une vingtaine d'enfants et leur institutrice pendant plusieurs heures. Il a été neutralisé par le GIPN. Il s'agirait d'un coup de folie. Et puis, cela fait 349 jours qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons à eux, à leurs proches, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus à ce jour dans le monde. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h35 Cold Case, affaires classées, 22h05 complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.